Joan Shore from the Huffington Post. I'll ask the first question in English. Sir, how do you count the support that you have in Iran, actually? Have you any idea what groups or what proportion of the people actually want a change? And what about the Iranians who were forced to leave after the revolution? Are they a group that you can count on for help? And then finally, if you did succeed, what would be the reaction of the Islamic neighbors? Okay. I don't think that anybody would be able to contest the fact that change is the ultimate slogan that exists in Iran, because they have come to the conclusion that no possible reform can happen from within this regime itself. It has been tried before. Now, the regime is trying to trick the world and the Iranians once again by creating another stage performance. Last night before going to bed, the last thing I saw on it ticker, I think it was France 24, it was CNN, it was BBC's Khatami considering re-entering into the electoral process. It's the same old scenario. I think people are fed up with this. They want a fundamental change. The reform movement has failed. They want out. They want to find a solution beyond that. And therefore, the formula that proposed is gaining ground by the minute. Not because I proposed it necessarily, but because it makes sense. Because it's the only way left for us to find a solution. That I know personally by virtue of my constant communication with elements within Iran who are prescribing more and more to this formula. But we are trying to find, however, a consensual formula that maximizes the possibility of participation for all forces who not only want out of this regime, but can also agree on the alternative. That's a very important point. As far as the people who fled the regime, obviously, I think that among the Iranian diaspora, you will find certainly tremendous amount of talent and wealth and expertise. Many of them would love to be able to contribute to their country, given the fact that the circumstances within their country changes. It's an enormous gift and potential. Today, if I was to say that before this regime took over, we might have had some embassies in the four corners of the world. Today, we have over 3 million ambassadors scattered on four corners of the world. They are the natural link and contact with Iran. So definitely, I think they play a very important potential in this direction. And lastly, and could you please refresh my memory? What do you think the other Islamic? Well, it's a question that ought to be posed to them. I don't think that a democratic Iran that will be obviously committed to immediately bring a sense of peace and stability in the region could be a threat to anyone. The challenge may be on the democratic aspect of the new regime. Would that present any new challenge to other governments? But it's a good challenge to have, frankly. You don't have a belligerent next door who is breathing down your neck and enables you or doesn't enable you to open up and liberalize. One has to understand in the parameter of liberalization, you have to be able to build in an environment of stability and peace. Can you possibly... let's not go very far. Today, there was another statement in the media concerning the peace process. Whether or not, no matter what the result of the elections in Israel might be, will that work in terms of the peace process? What is the overall behavior and comportment? Well, whether you look at it from the Israeli standpoint or a Palestinian standpoint or the international community standpoint, everybody wants to ultimately find a scenario of peace. But if you have constantly elements that are creating tensions, that are constantly creating a situation of anxiety, of conflict, how could you possibly expect for peace to ever take shape? There has to be a certain sense of assurance, of tranquility, of security. In that sense, a different Iran would usher in a complete reversal of what was, from the time this regime took place in Iran, a complete reversal of fortune. It destabilized our entire region. The Soviets invaded Afghanistan, Iraq attacked Iran. We had a whole series of radical groups, terrorist groups, as a result of this regime who have pretty much embedded the region ever since. Under such circumstances, a lot of the challenges we face are becoming more and more difficult. Imagine the reverse. Imagine an Iran that this time
brings in an element of openness, of stability, of peace, of non-belligerence, quite to the contrary, of regional cooperation. What a big difference. I don't think that there should be any concern on that. And I think it will be, the effects of it will be immediately felt in our region. Not just our region, but well beyond that as well. Who says we're giving up religion? We're saying that religion has its place, but it has to be in a secular context. There has to be a separation. Look, I'm not going to speak on behalf of other Muslim community. It's a challenge to all of us, but I can tell you one thing. If today somebody like Ayatollah Borujerdi or Montazeri will tell you, among many other voices, of the clergy itself, never mind us, the secular people, talk about people who are wearing the garb, that are themselves representative of the clergy, they will be the first one to tell you that the only solution for Iran, and in the interest of religion and the clergy, is to have a separation of religion from government. That is the case in Iran. I don't know if it's in Riyadh or in Cairo, ask them, but in Iran that's the case. Stéphane Brendley du Standard de Vienne. Je voulais vous demander, monsieur, est-ce que, quelle est votre position face à l'offre ou la possibilité de l'administration américaine d'un dialogue avec le régime actuel? Il semble qu'il commence à y mettre des conditions maintenant, à Munich aussi, et samedi. Est-ce que vous êtes en faveur de ça? Mais, vous savez, tout le monde avait pensé que peut-être qu'avec ce message envoyé par la nouvelle administration américaine, et même avant ça quand le candidat Obama, avant qu'il devienne président, dans sa campagne électorale, avait dit, en tout cas, au point de vue iranien, je ne voudrais pas présenter des préconditions. On est déjà au stade où non seulement les préconditions qui existaient dans l'ancienne administration américaine, ça va même plus loin que ça. Aujourd'hui, on ajoute même non seulement la question de l'enrichissement ou l'arrêt de l'enrichissement comme précondition, mais aussi une fin de soutien au réseau terroriste, ce que M. Biden a dit durant la conférence de Munich. Aujourd'hui, M. Khamenei, à travers une des revues iraniennes qui lui appartient, aurait répondu à son tour ces préconditions. Nous voulons que l'Amérique arrête d'intervenir dans nos affaires intérieures, qu'elle s'excuse sur tous les points concernant l'Iran, qu'elle libère les fonds gelés, qu'elle promette de ne plus intervenir sur le dossier nucléaire et de ne plus en parler. Enfin, ils ont commencé leurs préconditions. Au fait, ce que je vous dis, c'est qu'on peut imaginer que la discussion et le dialogue est déjà mort. On ne peut même pas se donner rendez-vous. J'imagine pas, dans les circonstances actuelles. C'est pas que je suis contre une négociation, mais on l'a déjà essayé, ça n'a pas l'air de s'arranger, ça devient encore pire. Résultat, message, no go. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc on retombe dans le même scénario que je viens de vous décrire au début. La négociation ne peut pas se faire pour des raisons que l'on voit et qui deviendront de plus en plus difficiles. D'autre part, on veut éviter la confrontation. On retombe sur ma proposition. Il faut trouver une nouvelle formule d'intervention pour éviter autre forme d'intervention fâcheuse dans ce sens militaire qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lose-lose. Et la seule scénario gagnant-gagnante que je peux envisager, c'est celle que je propose. Il est temps d'engager les forces de changement en Iran, les forces démocratiques qui font la résistance à l'intérieur, avec l'aide et l'assistance de certaines organisations dans la diaspora qui peuvent aider, et de trouver une formule au-delà de ce dilemme entre négociation, confrontation qui existe jusqu'à présent. Madame, allez-y. Oui, bonjour. Nabila Hamel, France Culture. Alors, dans votre livre, vous parlez de vos contacts en Iran, notamment d'un ancien chef des gardiens de la Révolution, de hauts fonctionnaires, de dignitaires religieux même. Quels sont vos contacts, par exemple, avec le mouvement estudiantin, avec les jeunes, avec les femmes, avec toutes les personnes éprises de liberté? Avez-vous des contacts avec ces gens-là? Et cette opposition dont vous parlez, est-elle prête à reconnaître en vous l'homme qui catalysera le mouvement du changement en Iran? Autre question sur le nucléaire. On vient d'en parler un peu, mais le fait que la communauté internationale se dise prête à une main tendue au régime s'il renonce à son programme nucléaire, n'est-ce pas en soi le signe que l'Occident est prêt à s'accommoder de tous les autres aspects du régime?
Mais en premier lieu, pour répondre à votre première question, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le but, c'est non seulement de pouvoir continuer le dialogue avec les forces présentes, les forces de la jeunesse, des femmes, de toutes les autres organisations militantes, des défendeurs des droits de l'homme, des écrivains, des journalistes. Enfin, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de secteurs qui existent. Pour moi, c'est ça l'opposition réelle. C'est l'opposition qui existe en Iran. Pas nécessairement par formation idéologique, mais sur base de demandes sectaires, demandes sociales et éventuellement des demandes politiques communes. Donc bien sûr qu'il y a ce dialogue et on essaie de jour en jour d'augmenter ces liens et ces contacts, ce dialogue pour faciliter plus de contacts. C'est important et là on y met le paquet, comme on dit. En ce qui concerne sur le nucléaire, justement, un des grands reproches de tous les Iraniens qui combattent contre ce régime, c'est toujours d'avertir et d'alerter et de réclamer au monde pourquoi est-ce que vous insistez seulement sur la question du nucléaire, qui pour nous est un élément secondaire. C'est avant tout une question des droits de l'homme ou de manque de liberté en Iran. Et ça devrait faire partie de votre discours, de votre dialogue, de votre prise de position. Pourquoi je dis ça? Parce que si un Iranien aujourd'hui à l'intérieur pourrait interpréter le manque d'avoir dans le dossier de négociation avec l'Iran ces thèmes, ça ne peut que signifier une chose. Ils ne peuvent que conclure une chose, qu'après tout, le monde se fout de nous. Ça ne les intéresse pas qu'est-ce qui nous arrive à nous en tant qu'Iraniens. Tout ce qui importe pour eux, c'est que leur intérêt particulier soit tenu en tête. Je suis sûr que ce n'est pas le message qui veut être donné. Je suis sûr qu'il n'y a pas un manque de sensibilité. Mais c'est important, à vous de le savoir à l'extérieur, que, vu de l'intérieur, s'ils n'ont pas le sentiment que vous insistez sur ces thèmes aussi, et peut-être même plus fort, il n'y aura pas un sentiment comment dirais-je, de la part de mes compatriotes qu'on y songe ou qu'on y est sensible. Donc, je ne peux que suggérer qu'il est important, si vous voulez vraiment envoyer un message de soutien, de maintenir en tête qu'il est très important de dire c'est vrai que nous sommes tous concernés sur le dossier nucléaire, mais il y a aussi les autres aspects de comportement de ce régime. Nous ne sommes pas seulement concernés sur le fait du comportement de ce régime envers la communauté internationale et au-delà de ses frontières, mais aussi de son comportement envers sa propre population. Ça, c'est un élément extrêmement important.